il est clair que, tel qu'on a présenté les choses, les problèmes d'emploi sont à la fois liés à l'offre de force de travail et à la demande de force de travail. Quand on parle de création d'emplois, pour nous, c'est la traduction concrète et effective dans les faits d'une demande de force de travail. Donc le concept de demande de force de travail pour nous est l'équivalent d'une création d'emploi, même si cette demande de force de travail émane d'un auto-employeur, c'est-à-dire d'un travailleur indépendant. Donc on a ce concept de demande de force de travail, ce n'est pas une demande de force de travail salariée, c'est une demande de force de travail pour satisfaire un besoin qui est exprimé dans l'économie, que ce soit un besoin au niveau du ménage ou au niveau du marché. Derrière l'analyse rétrospective et ce tour d'horizon, on s'est posé la question de dire la stratégie nationale d'emploi doit déterminer des objectifs stratégiques. Quel type d'objectifs peut-on retenir? D'abord, le premier pour nous, qui nous semble le plus important, c'est le taux de participation des femmes au marché du travail à l'horizon 2025. Ce n'est pas uniquement l'expression de notre amour pour les femmes. C'est aussi essentiellement le fait de pointer un problème majeur pour notre économie qui handicape notre croissance. La non-participation des femmes au marché du travail se traduit par une baisse du taux d'activité et donc du potentiel de création. Donc il y a eu une expression qui a été dite, c'est-à-dire on voudrait réussir à vieillir sans rester pauvre. La population marocaine vieillit, mais il faut que lors de ce processus de vieillissement, on développe notre force de travail. Si notre force de travail n'est pas valorisée dans un contexte où les conditions de sa productivité sont réunies, si elle reste au niveau du foyer, il y a effectivement une productivité pour cette force de travail, mais c'est une productivité qui est moindre que la productivité qu'elle pourrait avoir s'il y a un travail qui est employé avec des équipements et qui répond à une demande qui lui donne plus de valeur. Donc pour nous, c'est un des premiers objectifs de cette stratégie qu'on propose de retenir. C'est un objectif contraignant, c'est-à-dire les femmes arrivent sur le marché du travail, donc on doit créer plus d'emplois. Mais en même temps, la simple présence d'une force de travail sur le marché est un facteur générateur d'emplois. Et c'est cette dialectique qu'il faut aussi cerner. Alors, concrètement, ça veut dire aussi on veut améliorer le taux d'emploi des deux sexes. On va fixer des objectifs en termes de taux d'emploi. La troisième chose, c'est qu'on voudrait aussi atteindre un seuil de productivité moyenne du travail qui nous donne les conditions du travail décent et donc qui va répondre aux attentes sociales. Et enfin, on voudrait que les conditions de travail soient associées avec une meilleure couverture des risques sociaux. Risque maladie, risque vieillesse, risque revenu, etc. Et enfin, on voudrait une population active qui est plus intégrée dans le dialogue social, qui est mieux représentée. Et donc, un marché moins compartimenté où tous les acteurs peuvent communiquer entre eux à égalité. Donc ce sont ces objectifs-là qu'on va essayer de chiffrer. Malheureusement, les outils pour arriver à cela, l'outil statistique dont on dispose, ne nous permet pas, dans les délais qu'il y a, de faire un travail aussi complet qu'on le souhaite. Donc, le travail de projection que nous avons fait, compte tenu des délais, va être un travail de projection qui est
relativement restreint, où on ne va pas distinguer la dimension genre, donc on va faire une projection pour l'ensemble de la population indistinctement des hommes et des femmes. Mais on sait, dans le scénario offre de force de travail que nous avons fait, on a proposé de réduire pour les femmes de 25 ans et plus le taux d'activité féminin, d'augmenter le taux d'activité féminin de 1% par an. On a aussi adopté comme hypothèse qu'on va arriver à l'horizon 2025 à une parité du taux brut de scolarisation des 15-24 ans. Ça veut dire quoi? Taux brut de scolarisation 15-24 ans, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont scolarisées rapporté à l'ensemble de la population qui a de 15 à 24 ans. Et donc c'est scolarisation, quel que soit le cycle et la nature de la formation. Et on a aussi adopté une hypothèse de dire on souhaiterait arriver à une parité à 80% pour les 15-24 ans sur le marché du travail. De cette manière, on a dégagé une projection de l'offre de force de travail selon le scénario tendanciel qui est très faible parce que le taux d'activité féminin connaît une baisse et on a dit le scénario tendanciel c'est la prolongation de cette baisse jusqu'à l'horizon 2025 avec le rythme de baisse qui a été connu de 2004 à 2013. Et puis le scénario de rupture, c'est considérer qu'il y aura un arrêt, un renversement de tendance et une augmentation du taux d'activité des 15-24 ans et une augmentation du taux de scolarisation. Alors, voilà, bon, grosso modo, comment se présente le scénario de rupture et le scénario tendanciel. Je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est important, c'est que pour le taux d'activité féminin, on arrivera à atteindre un seuil supérieur à 32% en 2025 dans le scénario de rupture. Alors, la projection de la population active que nous avons faite passe de 11,8 millions en 2013 à 13,675 en 2025. Et donc, ça c'est le scénario de rupture. Le scénario tendanciel, il y a une augmentation uniquement on passe à 12,3 millions, c'est-à-dire une augmentation qui est pratiquement inférieure à 500 000 personnes. Donc, on voit que les tendances actuelles ont un effet de stérilisation du potentiel humain qui est assez grave. Nonobstant le fait que le taux de scolarisation est allé en augmentant et va aller en augmentant et va atteindre un pourcentage de 85% à l'horizon 2025 si on prolonge les tendances, le taux brut de scolarisation des 15-24 ans. Alors, donc ça c'est notre scénario offre de travail. Et on a donc un premier scénario, le scénario tendanciel 500 000 emplois en plus, le scénario de rupture presque 1,8 million d'emplois en plus, c'est-à-dire une moyenne de croissance d'emplois supérieure à 180 000. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à moins de 75 000 emplois créés par an sur les dernières années. Autre chose qui me semble très important dans les projections et qu'on n'a pas présenté, mais je vais y revenir à la fin, c'est la question d'immigration.
la migration, on ne connaît pas exactement l'effectif de la population active qui migre. On connaît l'effectif des migrants. Et on connaît l'effectif des migrants uniquement sur les pays qui produisent des statistiques. Donc on sait que, par exemple, en 2007, la migration marocaine vers les pays de l'OCDE, et je parle de migration marocaine nette, a culminé à 140 000. On sait aussi qu'à cause de la crise, et surtout à cause du retour de nombreux migrants marocains sur l'Espagne, cette migration est tombée aux environs de 75 000. Et elle connaît une tendance à la baisse. Et cette tendance à la baisse, on regarde le mouvement sur les pays de l'OCDE, c'est la ligne bleue. On voit qu'en 2011, elle est de 71 000. Donc l'équilibre du marché du travail dépend très grandement du flux migratoire. Et ce flux migratoire explique beaucoup de choses par rapport aussi au passé et aussi au fait que la pauvreté en emploi de notre croissance. Parce que qui migre, c'est la main-d'œuvre de qualité. C'est la main-d'œuvre qui peut moderniser l'appareil de production. Et cette main-d'œuvre migrant, on se retrouve avec un potentiel en main-d'œuvre qui permet de moderniser l'appareil de production beaucoup plus pauvre. Ce qui explique aussi le profil de croissance que Omar a projeté. Donc là, c'est une variable lourde, extrêmement lourde, qui, de toute manière, je crois que l'État n'a pas de... C'est pas un niveau sur lequel l'État peut agir, où les politiques peuvent agir. La seule réponse se trouve dans les politiques de création d'emplois et de soutien à la productivité. Donc voilà, je ferme cette parenthèse pour retourner aux projections. Je pense que le plus important maintenant, c'est de bien identifier les scénarios qu'on a retenus. D'abord, on a dit le scénario tendanciel, pour nous, c'est le maintien des tendances observées et des politiques actuelles. Et maintien des tendances observées, c'est-à-dire pour nous une politique de prix et une politique d'incitation, quand on dit prix aussi on pense incitation, moins encourageante pour les exportations et la compétitivité du secteur manufacturier. Peu d'actions volontaristes pour accélérer les gains de productivité. Il en existe, mais on pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Un volume d'investissement et des dépenses publiques qui pour le moment a été élevé grâce à la privatisation. Au fond, Hassan II, il y a un certain nombre de mesures avec des sources qui risquent aujourd'hui de s'assécher et qui vont faire que les dépenses publiques et les investissements vont dépendre de la croissance. Le scénario de rupture, c'est on maintient les tendances, on ne change pas notre environnement. Le Maroc ne peut pas changer son environnement, mais il va avoir une politique plus volontariste, des politiques de prix qui encouragent le secteur manufacturier et les exportations de produits industriels et de services, qui vont favoriser la compétitivité structurelle et les gains de productivité. Et grâce à ces gains de productivité, on peut envisager une croissance plus élevée en termes de dépenses publiques et d'investissement. Alors, on a essayé de quantifier tout ça. Et je crois que la difficulté de l'exercice de projection, elle est complètement dans la mesure des gains de productivité. Ensuite, dans la variation des prix qui sont perçus par les producteurs locaux, qui dépendent aussi des prix internationaux qui sont, eux, projetés. Et puis, il s'agit aussi de quantifier le taux de croissance d'investissement. Là aussi, ce n'est pas une variable rigide, elle dépend aussi des capacités de financement et du contexte international. Alors, on a gardé aussi comme hypothèse un taux de protection tarifaire qui ne change pas. Donc, on pense qu'avec les accords de libre-échange, on a épuisé le potentiel de baisse des tarifs. Il nous reste encore quelques tarifs sur le secteur agricole. Et par contre, les subventions des importations vont aller à la baisse. Et là, il y a des hypothèses que nous avons introduites. Bon,
sur les gains de productivité, je vous présente un tableau très complexe, difficile à analyser, parce qu'on a retenu des hypothèses qui sont des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire des hypothèses plus ou moins basées sur le pifomètre, quoi. Comment la productivité va augmenter dans le secteur primaire, c'est agriculture et industrie extractive, dans le secteur secondaire, industrie manufacturière, et dans le secteur tertiaire, c'est l'ensemble des services, et dans le BTP. On a retenu ces 4 secteurs. Et puis on a le secteur secondaire 78 000 et le secteur tertiaire 85 000. Secteur tertiaire qui est, 50% des fonctionnaires c'est l'éducation, et peut-être 15% aussi c'est la santé, et les autres départements. Donc on a ici une productivité plus élevée parce que c'est la main-d'œuvre qualifiée dans le pays qui est dans le secteur tertiaire. Alors les gains de productivité, comment est-ce qu'on peut les envisager pour le futur? Alors on a un scénario tendanciel où on a dit ces gains de productivité se maintiennent et sont élevés. Et on voit ici que pour la période 2013-2017, dans le scénario tendanciel, et pour la période 2013-2017, dans le scénario de rupture, il n'y a pas franchement de très grands écarts. Et pourtant, ce peu d'écarts que nous avons introduits, ce sont des écarts qui, pour nous, sont très significatifs et ont été des écarts décisifs dans les résultats de la projection. Ensuite, on a considéré que les tendances 2017-2025 allaient se maintenir en s'accélérant dans le primaire, en s'affaissant dans le secteur tertiaire. Elles vont s'affaisser par rapport à ce que nous avons observé. Et on n'a pas fait de différence dans le secteur tertiaire parce qu'on considère que ce n'est pas à ce niveau que les gains de productivité sont porteurs. C'est surtout dans le secteur secondaire, qui est le secteur où le déficit commercial est le plus fort, et dans le secteur tertiaire, où les enjeux en termes d'emploi et de flux de la main-d'œuvre sur le marché du travail sont les plus élevés. On a aussi projeté les variables de prix et du salaire minimum légal. Et donc là, on s'est basé sur un indice de prix 98 base 100. Alors, les variables de prix, on a 2 types de prix. On a les prix intérieurs et nous avons les prix externes. Les prix intérieurs, ce sont des prix qui sont endogènes dans le système d'équation qu'on a créé et qui vont résulter de facteurs de flux de volume réel et aussi de flux des prix des importations et des exportations. Alors, mais c'est là où se joue tout le scénario que nous proposons, qui est le scénario de rupture. Dans le scénario de rupture, nous avons introduit l'idée d'une baisse des prix perçus par les exportateurs et une hausse significative des prix avec lesquels les importateurs livrent sur le marché intérieur. Sachant bien que dans la première phase, nous avons des hausses plus grandes et dans la phase suivante, nous avons une atténuation de ces hausses. Mais le plus important, c'est donc ce glissement des prix parce que, on va le voir, et le test que nous avons fait sur le fonctionnement de l'économie, sur la projection de l'économie, va nous montrer que cette politique de prix et d'incitation est l'élément de rupture. Alors, on a pensé la politique de prix et d'incitation principalement sur le secteur manufacturier et sur le secteur des services. Parce que aujourd'hui, les exportations concernent l'industrie manufacturière et les services principalement, et beaucoup moins le secteur extractif. Et un des enjeux d'ailleurs, c'est de transformer de plus en plus les produits primaires. Alors, le scénario nous a donné des performances. Alors, parmi les performances,
on a celle du produit intérieur brut. Alors comment on a obtenu ce produit intérieur brut? C'est en projetant la valeur ajoutée des secteurs. On estime l'emploi, on fait une hypothèse sur la productivité. Le PIB, c'est les valeurs ajoutées, plus les droits et taxes sur les importations. Et on a gardé une hypothèse de 14% de droits et taxes sur importation sur la période jusqu'à 2025. Alors, le scénario tendanciel nous donne une croissance de 3,8 et 4%. Un déficit commercial permanent, malgré une tendance à la baisse de ce déficit. C'est-à-dire, telle que fonctionne l'économie actuelle, elle ne va pas nécessairement à reculons. Elle accumule des problèmes, mais elle améliore ses performances de manière lente. Et donc, il y a un taux d'investissement à terme qui devient plus faible au niveau du scénario tendanciel. Dans le scénario de rupture, un taux de croissance du PIB qui est proche de 6%. On est loin des taux de croissance de la Chine, mais pas loin des taux de croissance de l'Inde. Un solde commercial positif qui serait dès 2017, ça veut dire une politique très vigoureuse qui serait menée maintenant, et il faut s'interroger effectivement sur la capacité des décideurs à accepter une politique macroéconomique offensive, c'est-à-dire de répondre aux inquiétudes manifestées par Sa Majesté lors du dernier discours où il a évoqué le problème de relance des exportations. Le résultat, si vous voulez, en termes d'équilibre du marché du travail, on le voit. L'offre d'emploi, ce sont les courbes qui sont en bas. La courbe verte, c'est l'offre d'emploi telle qu'elle ressort du scénario tendanciel. On arriverait à 11 87 000. Par contre, le scénario de rupture nous donnerait presque 13 millions. On arriverait à 13 millions d'emplois. Et évidemment, on est en deçà du poids de la population active suivant le scénario de rupture. C'est-à-dire qu'on a gardé la population active en rouge. Ça, c'est le scénario tendanciel, le nombre d'actifs. Et donc, on a rapporté le scénario tendanciel à la politique d'offre du scénario. La politique d'offre de force de travail, du scénario tendanciel, a été rapportée à la politique de demande de travail du scénario tendanciel. Et on a comparé aussi la politique d'offre du scénario de rupture avec la politique de demande du scénario de rupture. Alors, les résultats, on les voit ici. On a retenu des indicateurs qui sont le taux d'emploi. Il est de 44% en 2013 et un taux de chômage qui est de 9,6. Alors, dans le scénario tendanciel, en 2017, il passerait à 42,2%. Dans le scénario de rupture, en 2017, il passe à 43,7%. Mais dans le scénario tendanciel, il baisse fortement ce taux d'emploi en 2025 et il augmente fortement de 1,5% par rapport à 2013, mais fortement quand même, mais à la condition donc d'avoir créé des emplois. Alors, je ferai aussi la remarque qui est importante, c'est que le taux de chômage n'est pas le vrai indicateur significatif parce qu'il rapporte la population active occupée à la population active et que le volume de la population active dépend du nombre de personnes qui ne sont pas allées en situation d'inactivité, en particulier du nombre de femmes au foyer. Donc voilà un autre graphique qui présente ces tendances. Alors, maintenant, des questions qui ont été évoquées par Omar. Comment a changé la structure de l'économie? Donc, ce qu'on voit, c'est dans le scénario tendanciel,
une baisse lente du poids du secteur agricole, et dans le scénario de rupture, une baisse rapide. Dans le scénario tendanciel, on voit un maintien du poids de l'agriculture et du secteur primaire. C'est donc industrie extractive et agriculture, et même une hausse de ce poids. Et dans le scénario de rupture, une tendance à la stagnation de ce poids en termes de valeur. Par contre, le secteur secondaire, lui, dans le scénario de rupture, va prendre plus d'importance à l'horizon 2025, mais pas vraiment, beaucoup plus de poids, c'est 1%. Et dans le tertiaire, on voit aussi qu'il y a une très forte progression de l'emploi dans le secteur tertiaire. C'est lui qui devient le secteur porteur de l'emploi dans l'économie nationale, malgré une très forte croissance, presque 40% de l'emploi dans le secteur secondaire. Et c'est le secteur tertiaire qui apporte le plus. Et dans le bâtiment, nous n'avons pas de grands changements. Donc, si vous voulez, les changements dans la structure de production sont moins marqués, sauf pour le secteur agricole. Ça, si vous voulez, c'est un peu ce que nous disent les hypothèses que nous avons adoptées. Et surtout, ce que ça nous montre, c'est que l'économie marocaine, finalement, n'est pas aussi mobile au niveau sectoriel, et qu'en dehors de la situation du secteur agricole, on peut avoir des changements importants, mais pas des changements massifs, surtout dans le domaine manufacturier. Même si on réussit à compenser notre déficit commercial. Parce que compenser le déficit commercial, c'est principalement aussi en récupérant des parts de marché dans le secteur manufacturier. Donc là, c'est quelques indications pour la croissance de l'emploi. On voit que pour le scénario tendanciel, l'emploi reste inférieur à 50 000, mais il semble moins grave parce que nous avons une population active aussi qui est en réduction. Et là, on a un écart, une croissance de la population active dans le scénario de rupture qui est autour de 150 000, mais qui va à la baisse à partir de 2020. Et à partir de 2018, nous avons une hausse de la population active. Alors le modèle ici est vide parce qu'il me donne une chute sur cette période, donc je ne l'ai pas inscrite dans le graphique pour ne pas le défigurer. Il y a encore probablement des contrôles à faire parce que c'est un modèle où on n'a pas corrigé les effets saisonniers. On a gardé les effets de saisonnalité dans les équations et donc on les retrouve aussi dans la projection. Ça, c'est un graphique qu'on a commenté, c'est pour dire que l'équilibre du marché qu'on va avoir ici va dépendre très grandement de l'équilibre de la migration. Et puis alors, pour conclure ce point, je voudrais donc... Je ne l'ai pas mise dans cette présentation, mais on peut y revenir si c'est important. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Oui, les services augmentent. Les services augmentent beaucoup dans les scénarios. Ça veut dire que le Maroc va continuer cette vocation de pays touristique et probablement il va ouvrir d'autres services. Et c'est aussi dû au profil des formations qu'il donne. Et on va les voir. Alors, le scénario de rupture, pour nous, l'élément clé, c'est qu'il lie gain de productivité et gain de compétitivité. Et ça, cette relation est essentielle. Et quand on dit compétitivité, c'est une compétitivité coût et une correction des prix relatifs entre les secteurs. C'est-à-dire que les prix perçus par les producteurs devraient varier de manière à corriger les écarts
que les tendances du passé ont mis en place. Alors, l'intensité en emploi du scénario tendanciel tombe à 9678, c'est-à-dire par point de PIB, on créerait 9678 emplois. Si on prolonge les tendances actuelles, si on introduit une rupture, on passerait à une intensité en emploi de 32 000. Alors, maintenant, il y a un ensemble de risques qui affectent les scénarios, je l'ai dit, les disparités scolaires, filles et garçons. Ça, c'est un premier risque. Si on ne les réduit pas, il y aura un impact. Et là, il faut des politiques volontaristes. La participation des femmes, il faut la faire monter. Et il faut des mesures volontaristes aussi pour arriver à cette hausse de 1% par an. Ça, c'est des choix de politique majeurs. Et des choix sociaux. Des choix sociaux majeurs. L'immigration, on ne sait pas comment va évoluer notre environnement international en matière de migration. Les prix internationaux et la demande extérieure, on a des prévisions avec une tendance à la baisse des prix des produits de base et une tendance à la baisse des prix des biens d'exportation agricole. C'est des choses qu'on peut modifier parce qu'il faut être réactif et ne pas subir ces évolutions de long terme. Et c'est des prévisions actuelles, quoi. Les prévisions peuvent être contredites par les précautions que les uns et les autres vont prendre. L'inquiétude majeure, c'est le rythme de croissance de la productivité, parce que tout ce scénario repose sur quoi? Sur le maintien et l'accélération des rythmes de croissance. Et enfin, il y a les consensus sociaux sur le taux d'inflation et l'accompagnement des restructurations. Il y a des gens qui appellent aujourd'hui à la grève générale pour contredire la politique actuelle. Alors, les politiques, c'est mobiliser, et quand je dis les politiques, c'est les politiques publiques, ce n'est pas les personnes politiques. Mobiliser les institutions publiques et les acteurs pour atténuer tous ces risques et veiller à assurer un consensus sur les objectifs.